Bonjour, alors je vais vous présenter plus que la stabilité et la résilience des diversités et activités biologiques des sols face au changement climatique, plutôt les activités biologiques face au changement climatique et les activités biologiques. Vous voyez, il y a un certain nombre d'auteurs. En fait, c'est un assemblage de tout, ou en tout cas de ce que j'ai su, de ce qui se faisait à Eco et Sol sur ce sujet-là. Donc il y a pas mal de travaux que je n'ai pas conduits et du coup, pour les questions, heureusement il y a certaines personnes dans la salle qui pourront sans doute mieux répondre que moi. Donc tout d'abord, je voulais présenter rapidement Eco et Sol, ensuite montrer en quoi un gradient climatique pouvait modifier la biodiversité microbienne des sols, puis en quoi les perturbations climatiques peuvent modifier le stock organique des sols et en fait la respiration des hétérotrophes des sols, puis comment les modes de gestion de ces sols peuvent favoriser l'adaptation de la réponse des activités biologiques du sol face au changement climatique. Et puis pour finir, on prendra un peu de hauteur et on parlera moins du sol mais plus de production végétale. Donc Eco et Sol, c'est l'écologie fonctionnelle et biogéochimie des sols et des agroécosystèmes. Et donc la principale question de notre EMR, c'est de décrire et comprendre et puis prévoir les processus écologiques de régulation des flux de carbone et de nutriments, en particulier l'azote et le phosphore. Et ça dans des agrosystèmes méditerranéens et tropicaux. Donc on a plusieurs chantiers à Eco et Sol qui permettent d'étudier des situations agro-pédoclimatiques variées et dans des contextes de développement différents. Et c'est surtout en partenariat avec différents organismes de recherche dans ces pays. Donc globalement, notre stratégie scientifique, c'est d'étudier quels sont les impacts des changements climatiques, des changements d'usage des terres et des pratiques agronomiques sur ces cycles de carbone et de nutriments entre la plante et les sols. Et ceci pour répondre aux services écosystémiques qui sont la production agricole et la régulation. Donc on étudie différentes stratégies d'ingénierie écologique des agrosystèmes qui sont listées là pour ces services qui sont production végétale et séquestration du carbone, cycle de nutriments et qualité des sols. Donc nous, on va plutôt, dans cet exposé, parler de l'impact des changements climatiques et qu'est-ce qu'on entend par changement climatique dans nos expérimentations. C'est moins de pluie ou alors des pluies irrégulières, des augmentations de température. Et quelles modifications attendre de ces perturbations sur l'activité biologique des sols et quelles adaptations des systèmes sol-plantes on peut envisager face à ces modifications climatiques. Donc ça, c'est des travaux conduits par Laetitia Bernard à Madagascar, qui s'est posé la question de savoir si un gradient climatique pouvait modifier effectivement la biodiversité microbienne des sols. Donc à Madagascar, on a la chance d'avoir sous une même végétation et un même type de sol un gradient climatique marqué, vu qu'il y a des plateaux au centre du pays. Comme on voit ici, il fait plus froid dans cette zone-là que dans les zones côtières. Et donc on a la même végétation qui est une jachère sur un même type de sol, un sol ferritique. Et donc, est-ce qu'on aurait des activités et une biodiversité microbienne organisées selon le climat sous cette unité de sol et de végétation? Donc, elle a fait différentes mesures à la fois du statut organique des sols, donc la teneur en carbone ou la qualité de la matière organique. Puis elle a regardé différentes activités microbiennes, donc la minéralisation et la diversité des bactéries, des champignons. Et on peut voir que globalement, il y a une organisation effectivement
des activités et de la biomasse microbienne et un petit peu de la diversité des bactéries et des champignons organisés par la température, malgré un même mode de gestion et un même type de sol. Concernant la composition des populations microbiennes, là aussi, elle a pu observer qu'il y avait une organisation de la diversité bactérienne des sols selon un gradient de température, avec des communautés dominées par des familles à croissance rapide dans les régions plus froides, assez chaud, hein. Et puis en revanche, dans les régions plus chaudes, on a des communautés bactériennes dominées par des familles peu connues, avec cette belle relation qu'elle a, et surtout des espèces bactériennes à croissance lente, thermophiles, puisqu'il fait chaud, et radiotolérantes, c'est-à-dire qu'elles sont tolérantes au soleil. Donc en conclusion, effectivement, sous une même végétation et un même type de sol, on a bien une biodiversité, une activité des micro-organismes qui est modifiée selon le gradient climatique, avec disparition des micro-organismes à croissance rapide lorsqu'on arrive dans les régions plus chaudes, au profit d'espèces à croissance lente et encore peu connues. En revanche, alors est-ce que c'est ça qui conduit sans doute à une minéralisation des matières organiques qui diminue dans les régions chaudes, car il y a moins de biomasse microbienne et la teneur en matière organique a été observée avec une qualité aussi plus évoluée et moins facilement dégradable. Donc j'ai mis, quand c'est les contacts des personnes, si vous êtes intéressés, elle répondra à toutes vos questions. Donc, ensuite, comme on a vu qu'effectivement dans la région chaude, on avait une teneur en matière organique qui était plus faible, on peut se demander si les perturbations climatiques conduisent à des modifications rapides ou pas de l'activité de respiration hétérotrophe des bactéries, enfin des micro-organismes du sol. Alors pourquoi c'est une question intéressante? Parce que on sait que les écosystèmes terrestres sont pour l'instant des puits de carbone, donc avec une photosynthèse à peu près équivalente à la respiration des sols. On peut se dire que si jamais cette respiration hétérotrophe, elle augmente ne serait-ce qu'un tout petit peu, elle annulerait ce puits de carbone. Et donc, est-ce que les perturbations climatiques peuvent effectivement augmenter cette respiration hétérotrophe et annuler les puits terrestres? Donc, dans cet exposé, je vais surtout vous parler d'augmentation de température. Et donc, effectivement, on sait, on étudie depuis longtemps la réponse de la respiration hétérotrophe à la température. Et cette réponse, jusqu'à 35 degrés, les études différentes sont assez d'accord, ça augmente. En revanche, après 35 degrés, alors tout est possible, enfin tout est possible, peut-être pas, mais en tout cas, les modèles et les théories thermodynamiques, ou même les mesures de labo, qui sont assez peu nombreuses à des températures élevées, divergent complètement. Donc on s'est attaqué un petit peu au problème. Et donc cette étude a été conduite dans le cadre d'une thèse, et donc on a mis des sols à différentes températures, donc c'est des mesures de labo dans des études à différentes températures, et ensuite au bout d'un mois d'incubation à ces 4 températures, de 20 à 50 degrés, on a tout croisé avec toutes les températures. Et on s'est demandé si la réponse au changement de température répondait à une loi simple comme les degrés jour. Et donc, effectivement, pour toutes les températures inférieures à 50 degrés, donc que le sol soit à 20 degrés, puis à 30, puis à 40, puis à 20, enfin voilà, on a toutes les combinaisons possibles qui sont là. On a
on a une relation linéaire qui est assez jolie. Et donc, plus on augmente l'énergie thermique, plus on a de respiration hétérotrophe. En revanche, à 50 degrés, si les sols sont incubés à un moment donné à 50 degrés, donc c'est tous les sols en rouge là, donc soit après 20 degrés, soit après 30, soit tout le temps à 50 degrés. Sur les 2 périodes d'incubation, on a surminéralisation de la matière organique. Donc c'est soit cette surminéralisation a été accompagnée aussi d'une forte mortalité de la biomasse microbienne. Donc c'est soit les survivants qui mangent les morts, soit comme ça a été incubé dans des conditions d'humidité assez favorables, enfin très favorables, une solubilisation de la matière organique qui devient du coup plus facilement minéralisable. Ensuite, dans le cadre de cette thèse, on a essayé de faire on a fait une méta-analyse sur les Q10. Alors les Q10, c'est un indice de sensibilité de cette matière organique un indice de sensibilité de la respiration hétérotrophe à l'augmentation de température. Et donc on a montré que globalement on avait un Q10 moyen de 2,6. Ça veut dire que si on augmente la température de 10 degrés, on augmente de 2 fois la respiration. Et on a montré que ce Q10 moyen, il pouvait être un peu expliqué par le mode de gestion des sols et puis par la teneur et la nature du carbone de ces sols. Donc on a montré une faible diminution de ce Q10 pour des sols qui étaient riches en matière organique. Et donc, on peut se demander si on change le mode de gestion de ces sols, par exemple en augmentant leur teneur en matière organique, est-ce qu'on avait une adaptation ou pas des activités biologiques du sol? Donc ça, c'est une étude qui a été réalisée à Madagascar, qui est à peu près du même style que celle que je vous ai présentée. Ce sont des incubations de sols en laboratoire, et on a incubé des sols, un même type de sol, soit sous agroforesterie, soit en culture conventionnelle, avec ajout ou non de compost, sur 60 jours. Donc on a calculé le Q10 de ces incubations, et on les a incubées à 25 ou 35 degrés. Donc le Q10, plus il augmente et plus la matière organique est sensible à l'augmentation, enfin plus la respiration est sensible à l'augmentation de température. Et donc sur ce graphique, on voit qu'effectivement, sous agroforesterie, on a des Q10 plus faibles que sous culture conventionnelle. Et donc une respiration du sol moins sensible à l'augmentation de température. En revanche, quand on apporte, j'ai mis du fumier mais c'est du compost, on a augmentation de ce Q10 et une annulation quasi de l'effet positif qu'on avait vu de l'agroforesterie précédemment. Bon, en revanche, ça c'était juste pour dire que mettre du compost, bon, peut-être que c'est pas très positif pour le Q10, mais c'est quand même positif pour la culture, puisque l'apport de compost augmente effectivement la disponibilité en azote et en phosphore. Et donc là, c'est le delta de minéralisation de l'azote, enfin de l'azote disponible suite à l'apport de compost. Et on peut voir que ce delta, pour le phosphore en tout cas, est moins et n'est pas très sensible à l'augmentation de température. Sur l'azote, les résultats sont pas clairs. Donc là, c'est encore une étude à Madagascar, mais c'est une étude qui commence. Donc c'était pour vous présenter qu'on a fait des choses, mais on fait. Donc c'est un projet qui est coordonné par Éric Blanchard, qui a pour objectif de manipuler des organismes du sol, essentiellement des vers de terre, et la nature et la localisation des résidus de culture, et pour voir si ces manipulations de vers de terre, de résidus de culture, modifiaient la croissance végétale, le recyclage des nutriments, le stockage de carbone, mais aussi la résistance au changement climatique. Alors,
la manip a été faite, mais pas terminée, donc il n'y aura pas de résultat. Mais l'expérience était une expérience en mésocosme, au champ des seaux qui sont laissés sur une saison culturelle de riz, où on a introduit 2 espèces de vers de terre, qui sont là, mais j'ai pas eu les noms, donc ne me demandez pas, et des résidus de culture. Il y en a de différentes natures, mais je ne sais pas lesquelles, qui sont soit enfouis sur 5 cm, soit laissés en surface. Ensuite, ces mésocosmes qui sont restés une saison culturelle au champ sont démontés pour faire différentes mesures. Et dans ces mesures, il y a des incubations à 25 à 35 degrés pour suivre les émissions de CO2 et faire des Q10 comme je vous ai montré avant. Un autre projet qui a eu une première phase, mais dont la deuxième phase va plus étudier la résistance au changement climatique. Donc l'idée, là c'est en Afrique de l'Ouest, c'est l'utilisation d'arbustes qui sont soit Aguera senegalensis, soit Pilostigma reticulatum. C'est d'utiliser ces arbustes dans les parcelles cultivées de mil pour adapter la culture de mil au changement climatique, parce que on a remarqué que la croissance du système racinaire du mil était favorisée par la présence des arbustes, et entre autres parce que ces arbustes favorisaient la fourniture en eau, enfin permettaient une meilleure conservation de l'humidité des sols, et donc favorisaient l'adaptation au changement climatique de la culture de mil. Donc, la première partie du projet a montré que grâce à ces arbustes, il y avait effectivement des différences de population de nématodes et donc sans doute de bactéries et de champignons dans les sols. Et donc on peut se demander maintenant, et c'est la deuxième phase du projet, est-ce que ces modifications de communauté seront plus résistantes ou pas au stress thermique et au stress hydrique. Donc un dernier exemple sur ce thème-là. Donc là, c'est une étude qui a été conduite par Jean-Luc Schott qui est dans la salle. Donc si vous avez des questions, vous pourrez lui poser ensuite. Et donc l'idée, c'était d'étudier des sols qui avaient été amendés ou non avec du fumier pendant 20 ans et de les soumettre à un stress thermique ponctuel de 16 heures à 60 degrés et de suivre au cours du temps la réponse de la respiration, de la biomasse microbienne et des diversités des communautés bactériennes. Et donc, ils ont calculé des indices de résistance et de résilience pour voir comment la population microbienne répondait à ce stress ponctuel de 60 degrés. Et donc, ils ont remarqué que la résistance et la résilience au stress thermique de la biomasse microbienne et de la respiration hétérotrophe ne sont pas modifiés par cet apport de fumée, un peu comme ce qu'on avait vu tout à l'heure à Madagascar. En revanche, ils ont bien montré qu'il y avait une modification de la diversité microbienne par le stress thermique, où on voit que les sols non stressés sont là, alors que les sols stressés sont ici. C'est un CP sur la DGGE et les communautés bactériennes. Ah, c'est comme ça. Alors, c'est là que j'ai un peu plus de mal. Donc, ensuite, après le stress thermique, ils ont apporté un cocktail organique au sol pour voir comment le système répondait à ce cocktail organique qui permettait de donner une idée de la capacité des micro-organismes à dégrader ce cocktail organique. Et donc, donc il n'y a pas d'effet fumier sur la respiration des sols par addition du cocktail organique. En revanche, dans les sols qui ont reçu du fumier pendant 20 ans, la résistance de la respiration du sol qui avait reçu le cocktail organique était réduite. Et que ce cocktail organique, au départ de l'expérimentation, ne modifiait pas
les communautés microbiennes. En revanche, après 21 jours, il y avait modification des communautés microbiennes par le cocktail organique. Donc, on a vu cette partie que le Q10 dépendait du mode de gestion, mais que l'apport de fumier annulait cet effet, que le fumier n'augmente pas la résistance ni la résilience au stress thermique. Par contre, il favorise les populations à croissance rapide et qui sont résistantes au stress thermique. C'est ce qu'on avait vu aussi dans le gradient climatique au départ à Madagascar, que les populations à croissance rapide étaient défavorisées dans les zones, dans les régions chaudes. Et donc on a vu aussi qu'on avait de nouveaux projets pour tester d'autres modes de gestion. Alors rapidement, parce que Jean-Paul Laclos, qui est ici, vous présentera mieux le dispositif en fin de matinée. Donc, est-ce que ces perturbations climatiques ont aussi un effet sur la production végétale? Donc c'est une expérimentation au Brésil où ils ont manipulé à la fois les pluies et la fertilisation. Et donc voilà le dispositif. Et donc il a été montré sur le LAI, donc les surfaces foliaires, qu'effectivement il y avait que la réduction des pluies rendait le LAI plus faible au bout de 2 ans, seulement si la parcelle était fertilisée en potassium. Si en revanche il y a carence de fertilisation, la surface foliaire qui est déjà petite, elle ne souffre pas plus du manque d'eau. Et donc après un modèle, j'ai plus le temps, donc ce qui montrait bien qu'est-ce qui jouait sur cette production primaire, quels étaient les impacts de la fertilisation et de l'eau sur... Voilà, donc ça c'est plus tard, on faisait aussi des trucs au Thaïlande, voilà. Et donc la réduction de la pluviométrie est sensible quand la plantation est fertilisée et elle impacte essentiellement la photosynthèse, puisque en manque d'eau, les somates se ferment et donc la photosynthèse est moins efficace. Donc pour finir, ce que vous avez à retenir, c'est qu'à Ecoessol, on étudie la modification du système sol-plante à perturbation climatique, des modes de gestion susceptibles de s'adapter à ces perturbations et qu'on a déjà des résultats et des projets qui débutent sur ce sujet. Et je vous remercie de votre attention.